La lutte contre le coronavirus au Sénégal. 5 mois après les premiers cas, le virus toujours en mode accéléré. Vivre avec le virus devient flirter avec les risques. Comment a-t-on dénaturé ce concept si cher au chef de l'État? Nos structures de santé peuvent-elles faire face à la nouvelle donne? Les litiges fonciers au Sénégal, une bombe toujours pas désamorcée. Que comprendre? Pour répondre à toutes ces questions, Pabès Liba reçoit ce dimanche Dr Cheikh Gueye, chercheur chargé de prospective et stratégie à Enda Kermonde, auteur du livre Touba, la capitale des Mourides, et Dr Iba Barry Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Merci à Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Abdou Cham qui assure la mise en onde de Remue Ménage qui reçoit ce dimanche Dr Cheikh Gueye, chercheur chargé de prospective et de stratégie à Enda Kermonde, secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique, auteur du livre Touba, la capitale des Mourides. Docteur, bonjour. Bonjour, Pape. Et le professeur Iba Barry Camara, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour, professeur. Bonjour, Pabès, et bonjour à Cheikh, docteur. Bonjour. Alors, docteur Cheikh Gueye, on vient de suivre le point du jour du ministère de la Santé sur l'évolution de cette pandémie au Sénégal, notre pays qui compte à ce jour plus de 12 000 cas positifs. Comment en est-on arrivé à cette flambée de cas? Bonjour d'abord et merci de l'invitation. Bonjour au docteur Camara. Dont j'apprécie la compagnie et les positions claires et sur tout ce qui se passe dans ce pays en général. Je salue aussi tous les auditeurs qui nous écoutent. Je voudrais d'abord dire que je m'incline devant la mémoire des personnes qui sont parties encore hier et tous ces jours-ci. Avec donc cette létalité de plus en plus importante de la maladie, et également essayer d'avoir peut-être deux lectures un peu différentes. D'abord une première lecture qui nous permet peut-être de nous arrêter sur les chiffres. Effectivement, nous avons une augmentation régulière des cas, c'est vrai, et également une accélération depuis quelques jours, sans doute relevant de l'impact de la mobilité des Sénégalais au moment de la Tabaski. Et donc cette augmentation continue est tout à fait logique, ainsi que la létalité et le nombre de cas graves qui l'accompagnent. C'est une lecture effectivement qui peut être inquiétante, oui, parce que on pensait qu'avec cette épidémie, après 3-4 mois, on aurait sans doute, comme dans certains pays, notamment les pays européens que nous suivons plus que les autres, une baisse tendancielle de la courbe. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans une croissance exponentielle. Et ceci est une lecture assez inquiétante, effectivement. L'autre lecture qu'on peut avoir, c'est aussi regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Regarder les chiffres encore beaucoup plus importants que chez nous. Les chiffres des morts, les reprises de la maladie dans certains pays, ce qu'on appelle les deuxièmes vagues, des clusters qui renaissent partout. Et nous sommes pour le moment en deçà de ces statistiques qui concernent certains pays. Donc une lecture
comme celle-là également est importante pour mesurer l'effort aussi fait par les Sénégalais. Je pense, j'ai tendance à entendre que les Sénégalais sont indisciplinés, ne font pas beaucoup d'efforts, mais je pense que... Ils ont cédé au relâchement. Il y a eu un relâchement, mais globalement, ils sont dans la lutte. Ils sont dans la lutte et je pense que le relâchement est général. Effectivement, pour moi, l'État s'est aussi relâché. Absolument. Parce que quand on regarde, et je l'écoutais tout à l'heure dans votre bande, quand l'épidémie est arrivée, la mobilisation des Sénégalais autour du président de la République, l'opposition, la société civile, toutes les forces dites de la nation, les religieux, donc tout le monde s'est mobilisé autour du président de la République qui a aussi joué le jeu. Jouant ce rôle de chef de famille, confronté à une difficulté très importante et qui convoque tous les ressorts de résistance de notre nation. Depuis lors, on ne sent pas quand même une certaine continuité dans cette mobilisation générale. Même si des efforts ont été faits, il faut se rendre compte que on aurait eu sans doute besoin de cette continuité dans la mobilisation qui aurait sans doute donné le là aussi aux populations et maintenu cette mobilisation communautaire, individuelle, collective que nous avons connue dans les premiers mois. Mais évidemment, comme dans tous les autres pays aussi, le relâchement est naturel. Parce qu'après 3-4 mois de restrictions, de contraintes très fortes, on a connu ce relâchement-là. De même que, et au départ, il y avait aussi une autorité. Il y avait quand même la police, la gendarmerie qui avait joué un rôle important. On se rappelle des violences. Des premiers jours, des premières heures de l'autorité qui était là avec le bâton. Et ça aussi, ça avait joué un rôle. Mais je pense que depuis lors, ce relâchement-là est général et il faut sans doute un nouveau départ. On peut aussi convoquer la communication, l'échec dans la communication. Ouais. Je pense que nous rabâcher tous les jours les statistiques, c'est important pour l'information, mais pour une communication qui peut avoir un impact sur les comportements, sur la mobilisation. L'exercice est devenu lassant. Voilà. Et je me réjouis qu'on nous entende beaucoup de détails. Parce que depuis au moins 3 mois, nous appelons au changement, notamment pour ce moment de 10 heures, qu'on puisse y associer effectivement les communicateurs traditionnels. J'ai vu mon ami Dr Lamane Baye l'autre jour, les imams. Mais je pense qu'on peut demander aux lutteurs de venir. Absolument. On peut demander à d'autres catégories qui sont écoutées de donner aussi leur contribution quotidienne à cette communication, à la mobilisation des Sénégalais pour que justement on ait ce nouveau départ. Professeur Camara, y a-t-il moyen de faire face à cet accroissement du nombre de malades? Oui, d'abord, merci mon très cher ami et merci à vos nombreux auditeurs. Donc, ce qu'il y a à lui dire, c'est qu'effectivement, à la suite du docteur Cheikh Gueye, en fait, il faudrait effectivement constater que s'il est vrai qu'au départ, en fait, les autorités ont estimé devoir prendre donc toutes les mesures idoines pour effectivement lutter en fait contre cette pandémie-là qui s'annonçait. Donc là, a priori, toutes ces mesures-là étaient bonnes parce qu'on y a associé quasiment tout le monde. Maintenant, si dans un premier temps ça a été, maintenant c'est la suite après. En fait, là, c'est là où on a constaté quelques défaillances, mais du point de vue même de quoi? Donc du point de vue même de la mise en œuvre de tous ces moyens-là, c'est-à-dire l'organisation, la stratégie. Et jusqu'à ce jour,
vous me posez tout à l'heure, en fait, donc la question. Mais toute la politique tendant à lutter contre cette pandémie-là, c'est une politique qui est destinée à quoi ? À un traitement, à une solution curative. C'est-à-dire, lorsque les gens ont été atteints, comment il faut les soigner, il faut les traiter. C'est pourquoi, en fait, on voit tout le temps donc les médecins venir nous parler en fait justement par rapport à la pertinence donc de tel traitement, de tel protocole. Mais en fait, moi, à mon avis, depuis les premiers jours, j'ai dit que cette démarche-là n'est pas la bonne. C'est vrai que lorsqu'on est malade, on doit être soigné, et surtout lorsqu'on sait que le Sénégal n'est pas suffisamment outillé pour en fait prendre en charge donc tous ceux-là qui peuvent être atteints par la pandémie. Donc, il fallait agir en fait en amont, en privilégiant quoi ? Mais la communication. Mais vous savez, on a beau dire, la communication dont nous parlons là, ce n'est pas seulement ce qui se passe à travers la presse. Si ce n'était que ça, mais le rôle que vous jouez, vous en tant que RFM, tous les matins, avec El Hadji Assane. Mais El Hadji Assane, que je remercie au passage, hein, mais si ce ne s'agissait que de ça, en fait, on n'aurait plus, en fait, un cas de plus. Mais on a beau dire, pour dire simplement que c'est vrai que c'est un moyen, mais in fine, on a constaté que ce moyen-là ne présente pas l'efficacité, en fait, qu'on souhaitait. Maintenant, vous me direz maintenant, que faire ? Mais il faudrait une démarche communautaire. Et aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Aujourd'hui, on a pris conscience que maintenant, il faut aller à la base, parler à la population. Moi, j'ai toujours soutenu que, en fait, on me dit que parfois, vous exagérez. Moi, j'ai dit, par rapport à ça, il y a des inconscients. Et lorsque il y a 10 conscients et un inconscient, cet inconscient-là va en fait, contaminer tout le monde. Donc il faudrait donc des mesures fortes. C'est-à-dire quoi ? Mettre la police sur le terrain, la gendarmerie. Ce n'est pas en fait que des vœux pieux. Il ne faut pas comme ça que l'on parle comme ça, mais il faut que ça soit effectif. Au niveau de tous les lieux où il y a en fait rassemblement, là où c'est en fait les lieux qui sont susceptibles d'accueillir beaucoup de personnes. Mais on doit toujours voir donc là, en fait la présence, donc avoir la présence donc des forces de l'ordre. Et ces forces de l'ordre, c'est vrai que elles sont fatiguées, mais en fait l'enjeu en vaut la chandelle. Il faudrait encore et davantage. Ça c'est du point de vue en fait répressif, mais du point de vue pour la sensibilisation. Mais qui est mieux outillé que les populations elles-mêmes pour porter le message ? Je fais appel à quoi ? Mais aux organisations de jeunes. On n'a jamais eu à faire appel aux associations culturelles, sportives et culturelles. Il y en a en pagaille. C'est pourquoi je dis, au niveau de chaque quartier, il y a des organisations de jeunes. Et nous avons une population de jeunes. Et là, j'ouvre une parenthèse. Pour relativiser un tout petit peu en fait l'approche de Dr Cheikh. Nous avons une population jeune. C'est pourquoi en fait le taux de mortalité est un tout petit peu n'est pas très grave par rapport en fait, aux autres pays où on connaît en fait une population plutôt vieille. Et nous savons tous que justement cette maladie-là en fait justement frappe généralement, dangereusement donc les adultes. Maintenant, j'ai dit simplement les jeunes, il faudrait, au niveau de chaque quartier, que l'on puisse les organiser. Il faut que, en fait, ce que je appelle faire des opérations coup de poing. Non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, mais pour au moins 2 semaines. 2 semaines, lorsqu'on fait des opérations coup de poing, on mobilise tous les jeunes qui vont parler aux autres jeunes. Je vous assure qu'on aura en fait un résultat probant. Moi, c'est ça, en fait, l'avis que j'ai dit qu'il faudrait, en fait, une approche véritablement communautaire pour combattre justement cette maladie. Parce qu'il y a effectivement un relâchement et il faudrait simplement fréquenter, en fait, les quartiers. Mais maintenant, on fait comme si il n'y avait pas cette pandémie. Et c'est très grave. Les gens n'ont pas conscience de dire, mais est-ce que cette maladie existe ? Ce relâchement-là ne se comprend pas. Alors que
depuis le début, on ne cesse donc de faire de communication à la radio. Mais moi j'ai dit, est-ce que finalement tout le monde écoute la radio? Est-ce que tout le monde suit la télé pour que les messages passent? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent tout le temps dans les rues en train de chercher en fait de quoi survivre. En vérité, il faut le dire. Maintenant, ces gens-là, il faut les parler de bouche à oreille. Et je crois que si on adopte en fait une telle démarche, et aujourd'hui, depuis hier, je le constate, il y a des jeunes qui s'organisent de plus en plus, mais je crois que effectivement c'est la bonne méthode. Il faudrait les encourager et il faudrait également que les autorités acceptent de descendre et parler aux jeunes. C'est-à-dire que ce sont des opérations, je veux dire, des mécanismes qui doivent être encadrés par les autorités. Au lieu toujours donc de rester dans leur bureau, etc. Non, il faudrait descendre et faire appel également aux maires. Mais est-ce que vous avez déjà entendu les maires être impliqués en fait profondément? Moi je me dis, en fait, à quoi ils servent? Au niveau donc de tous les quartiers, au niveau donc de tous les... Mais on ne les sent pas. Et c'est pas non, alors que ce sont les municipalités qui devraient porter justement en fait ce combat-là, parce que l'autorité centrale est un peu loin par rapport à la démarche que je veux indiquer. Maintenant, il faudrait que les maires en fait essayent un tout petit peu de sortir de leur confinement. Et de gérer justement leur population. Docteur, l'augmentation du nombre de cas de malades va aussi avec une montée du nombre de décès, d'où l'inquiétude des uns et des autres. Aujourd'hui, on est à 251 morts. C'est quand même trop. C'est excessif. C'est ouais. Oui, c'est vrai. Et d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut bien se mettre dans la tête que nous sommes dans une lutte au long cours. Ne l'oublions pas. Nous sommes juste chez nous au début de la pente. Parce qu'on a su, au départ, limiter quand même la propagation dans les premières semaines. C'est aujourd'hui qu'on voit une montée en puissance des chiffres. Parce que justement il y a eu ce relâchement et aussi les décisions quant à la mobilité des Sénégalais. Maintenant, le nombre de morts augmente. Il faut en déterminer les facteurs et notamment savoir est-ce que c'est des morts qui sont directement liées à la maladie ou bien dans les statistiques, on a également ajouté des gens qui n'ont pas pu d'autres pathologies, être bien suivis par rapport à d'autres pathologies et qui ont également eu le coronavirus. De toute manière, il y a un flou total à la fois sur la valeur scientifique des statistiques qui nous sont produites, que ce soit sur les morts, que ce soit sur la propagation, que ce soit sur le nombre de tests. Ce flou-là est un problème récurrent chez nous. De toute manière, d'un point de vue statistique, en général, nous avons une certaine faiblesse. Et ça se reflète justement sur notre capacité aujourd'hui à produire des statistiques crédibles et à s'appuyer là-dessus pour définir des stratégies pertinentes. Mais 251 morts, c'est beaucoup. Et il faut également faire attention à tous les autres morts des autres pathologies. Le paludisme, qu'on confond souvent à ce Covid-19, mais également toutes les maladies chroniques dont les victimes n'ont pas beaucoup fréquenté les structures sanitaires depuis des mois ou choisissent carrément de rester chez eux, de mourir chez eux. On en a connu. Donc, de ce point de vue-là, il y a la nécessité d'une nouvelle mobilisation, justement parce qu'on va sans doute aller encore sur 6 mois, tant qu'il y aura des cas dans quelques lieux au Sénégal, ou dans quelques lieux en Afrique, ou dans quelques lieux dans le monde, alors que la circulation des avions, des bateaux, des personnes en général a recommencé, on ne sera pas tranquille. Donc je pense que c'est une bataille de longue haleine et il faut s'y préparer et également en tirer des leçons. Je pense que l'une des principales leçons à tirer de cette
pandémie et de la capacité de notre système de santé à être résiliente, c'est la nécessité d'investir vraiment. Nous y reviendrons. Professeur Iba Barry Camara, de grands événements religieux se profilent, le Gamou, le Magal, entre autres. À votre avis, comment ces événements doivent-ils être organisés dans ce contexte de pandémie? En fait, c'est vrai que c'est une question qui revient depuis quelque temps, depuis la fameuse sortie de l'ancien ministre Mary Teuw. Mais en vérité... Oui, mais il faut dire aussi, c'est méconnaître certaines réalités du pays que d'appeler à l'annulation aussi de ces événements. Fait, peut-être que, en fait, vous savez, parfois, c'est l'expression qui peut effectivement choquer. Mais lorsque, justement, en fait, de manière scientifique, on apprécie donc une telle posture, il va sans dire que on va droit vers quoi? Vers, en fait, la suspension. Pour cette année-ci. Mais en fait, c'est une possibilité. Lorsque l'on serait... Pas de suspension, peut-être célébrer autrement, mais pas de suspension. Je veux dire, lorsque en fait, on invite tout le monde à venir justement à Touba ou bien à Tivaouane. Nous avisons donc ces hypothèses-là. Mais là, nous n'en sommes pas encore là. Mais il faudrait toujours, tout ceci, la mesure qui devrait être prise par rapport à cette situation-là, c'est quoi? C'est par rapport, en fait, au profil que nous aurons. C'est-à-dire comment, en fait, les statistiques, en fait, se présenteront à nous. Est-ce que les gens, avec tout ce que nous ferons, est-ce que, justement, l'information est bien reçue et que, justement, en fait, les gens accepteront tout le monde. Donc de faire face justement à cette pandémie-là en respectant donc les mesures. Mais ce qui est sûr et certain, on ne le dira jamais assez. Parfois, on a dit beaucoup de choses, mais on a vu que il y a certains Sénégalais, ils sont indisciplinés. On a beau leur parler, mais ça ne passe pas. Mais si on permet à tous ces gens-là, parce qu'il y a des gens, en fait, la majorité, en fait, est conçue par des gens responsables. Ils peuvent, tout le monde devrait pouvoir aller là-bas avec le masque, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'il y aurait quelques-uns, en fait, qui ne vont respecter aucune mesure barrière et qui seront donc les premiers à être en ces lieux-là. Maintenant, il faut faire confiance aussi à ces autorités-là qui sont. Mais il va s'en dire, parce que justement, parce qu'ils peuvent parler à leurs fidèles. Ouais. J'ai dit que en fait, il y a eu un peu trop vite se lever de bouclier là. Moi, j'ai dit simplement que l'ultime décision appartiendra en fait au calife. C'est pour ça, lui, en fait, il est informé plus que quiconque, il sait exactement où se trouve la situation. Est-ce que c'est possible? Mais s'il sent qu'il peut y avoir danger, mais non, même si l'État du Sénégal avait dit que non, on va organiser, mais c'est le calife qui va prendre la porte pour dire, il n'est pas question donc d'organiser. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Lorsqu'on arrivera à ces périodes-là, le calife, comme il a toujours su à le faire, c'est ça le problème. Il va prendre toutes ses responsabilités parce qu'en vérité, c'est lui le père, en vérité, en fait, le père, en vérité, on peut dire, en fait, de toutes les communautés, que ça soit Mouride ou bien Tidjane. Mais eux, nos khalifes, mais d'abord, avant tout, ils ont l'obligation donc de gérer leur talibé. Et lorsqu'il y a un danger, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas hésiter. Donc là, il faut le faire confiance. Et tous ceux qui diront autre chose, ou bien qui pourraient anticiper par rapport à des décisions que les khalifs là pourraient effectivement prendre, moi je considère simplement que ça ne peut être que des propositions. C'est pas ça. Mais en tout cas de cause, ce n'est pas l'avis d'un tiers qui pourrait déterminer la position donc d'un calife. C'est pourquoi la question c'est quoi? Il faut d'abord avant tout commencer maintenant à dire à tous ceux qui sont en fait censés rejoindre donc ces rassemblements-là, en fait au moins de respecter ces mesures-là parce que c'est imparable. Mais imaginez, on dit que dans les villages, en fait, on ne connaît pas encore la pandémie. Au Sénégal, on va vers la généralisation. Et on n'a pas beaucoup de structures sanitaires pour prendre en charge tout le monde.
Mais si on fait en sorte que la maladie se propage au niveau donc des fins fonds donc, du Sénégal, mais croyez l'hécatombe à laquelle en fait on a affaire à faire. Docteur, dans ce contexte où on parle de relance économique, est-il indiqué de ne pas profiter des événements comme ça pour relancer véritablement notre économie? Oui, ces événements sont attendus par des centaines de milliers de Sénégalais chaque année pour augmenter leurs revenus. Donc il y a cette dimension économique qui est très importante. Absolument. Je peux vous dire d'ores et déjà que des conteneurs entiers attendent actuellement au port d'être débarqués parce que justement pendant une année, tous les entrepreneurs au Sénégal préparent ces événements qui sont une sorte de traite, comme on l'appelait pour l'arachide. Donc c'est une dimension qui est très importante. Qu'il faut prendre en compte en plus de la dimension spirituelle. Absolument. Tu enlèves le spirituel du Sénégalais, il ne reste plus rien. Ouais. Donc c'est pour ça que ça soit pour la Tabaski, pour les mosquées, pour des événements religieux aussi importants, il est indispensable que les Sénégalais s'expriment. Il y a aussi cette dimension socio-culturelle, nous ne l'oublions pas. Plus que le 4 avril, plus que certains événements institutionnels nationaux, ces événements religieux sont des moments d'unité de la nation. On lui a consacré, moi et d'autres, des recherches innombrables sur justement ces différentes dimensions qui font que ces événements ne sont pas des événements ordinaires. Et c'est pour ça que cette réflexion ne doit pas être simpliste. Elle doit être plus complexe, mais de toutes les manières, les autorités religieuses, qui en sont les décideurs, ont toujours été à l'avant-garde dans cette lutte contre le coronavirus. Oui, pour ne pas vous... vendredi prochain, il y aura l'ouverture de la mosquée de Port-Harcourt, mais le calife des Mourides a demandé aux fidèles de ne pas se déplacer. Et il y a eu des précédents. Oui. Le Magal de Kazu Rajab, qui est sans doute le deuxième rassemblement des Mourides à Touba, a été également, à un moment donné, on a décidé de changer de format. Pour ce qui concerne la Ziyara Tidjane, c'était la même chose. Les Layènes, c'était la même chose. Alors que Medina Gounass, c'était la même chose. Ces autorités religieuses, comme M. Kamara l'a dit, sont plus informées que nous. À la fois dans le zahir comme dans le batin. D'ailleurs, donc ils savent ce qui se passe. Il faut leur faire entièrement confiance. Et comme je l'ai dit, dans cette lutte contre le coronavirus, ils ont mis des moyens financiers extraordinaires. Ils ont renoncé également à des ressources très importantes qui provenaient de ces événements et également à toute la symbolique de ces événements. Donc, moi, en tout cas, je reste à l'écoute de ces autorités religieuses, justement, et puisque la décision leur revient. Et tout ce qu'ils décideront, toutes les populations sénégalaises, toutes les autorités sénégalaises pourront les accompagner pour que justement ces événements connaissent à la fois une réussite, un impact individuel et collectif sur notre pays, mais également ne soit pas un moment de propagation. Et des recherches ont montré, je citerai notamment le docteur Cheikh Sokhna, avec qui nous travaillons là-dessus, pour montrer qu'effectivement le Magal est toujours un moment de surveillance extrême des épidémies et des infections respiratoires, des infections et de tous les types d'infections. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs déjà qui existent, une mobilisation qui existe dans ce moment-là, qui peut être un facteur en fait de résilience, mais je pense que de toute manière tout ça c'est des choses que nous aborderons dans les semaines à venir quand
une décision dans un sens ou dans l'autre sera prise. En fait, un tout moment pour ajouter à ce qui... Mais moi, je suis convaincu que, par exemple, je connais combien les Sénégalais, en fait, comment dire, s'accrochent ou bien tiennent en fait, au Magal ou bien, en fait, comment dire, au Gamou. Maintenant, dès lors que cette menace-là pèse sur le fait qu'en fait, il pourrait y avoir possibilité pour qu'on ça peut être en fait un excellent moyen pour leur permettre au moins de respecter cela. C'est pourquoi d'abord il faudrait préparer les Sénégalais ceux-là qui demain iront en fait au Magal ou bien au Gamou. Pour leur dire que, mais si on ne respecte pas et si on atteint certains niveaux, en fait on sera obligé donc de surseoir justement au Magal ou bien. Mais ça peut être un bon moyen justement pour amener tous les Sénégalais là qui tiennent parce que tout le monde tient en fait au Magal et bien au Gamou, mais lorsqu'il y a cette menace-là, c'est sûr que ça peut être en fait un élément en fait déclenchant. Et avant le Magal, il y a le Safar et l'anniversaire de l'inauguration de Massa Alikoul Dinan, qui devait aussi faire l'objet il faut effectivement en fait en profiter. Nous avançons un peu dans notre débat pour parler de l'état de nos structures sanitaires à la lumière de la démission du PCA, le président du conseil d'administration de l'hôpital Dalal Jamm. Dans la lettre, Dr Cheikh Gueye qu'il a adressée au chef de l'État, le professeur Touré pointe du doigt des décisions qui ne répondent pas aux besoins immédiats de l'hôpital. Finalement, est-ce que notre politique sanitaire répond-elle aux normes? Évidemment que non. On a... Je pense même les plus hautes autorités savent que nous avons un système sanitaire qui a beaucoup de limites. Beaucoup de limites du point de vue de l'accès aux soins, du point de vue de l'accueil dans les structures de soins, du point de vue également du plateau médical, de la motivation du personnel, etc., etc. Donc, nous avons, de ce point de vue-là, une très grande faiblesse. Et je pense me rappeler que le président Macky Sall, dans sa proposition, quand il était candidat pour la première fois, avait convaincu beaucoup de gens en faisant des propositions, justement, d'amélioration de ces structures de santé. Notamment en proposant le CMU et également des fonds considérables pour que chaque Sénégalais puisse de nouveau se soigner gratuitement en n'achetant pas sa propre ordonnance, même pour le coton, même pour l'alcool dans la structure sanitaire, en ayant des scanners partout, en ayant des moyens minimaux pour se soigner. Mais malheureusement, et on le voit, qu'il n'y a pas également cet esprit communautaire dans le système de santé. Je vois qu'il y a une vraie césure entre le système de santé public et le système de santé privé. Et on le voit aussi à travers cette pandémie, la prise en charge de cette pandémie, que ceci est un gros problème. Et si ces deux catégories ne s'unissent pas pour lutter contre une pandémie aussi importante, elles ne seront jamais ensemble pour faire face aux maladies normales en général. Mais revenons sur la démission, je l'ai lu dans les journaux comme tout le monde. Je pense que c'est un acte responsable. Si quelqu'un dirige une structure et voit qu'il y a des choix qui lui tombent dessus et qui sont prises dans un sens qui ne correspond pas aux priorités qu'il donne à sa structure de santé. Et nous n'oublions pas, ces structures de santé ont une certaine autonomie. Ouais. Il a le droit de démissionner et d'attirer l'attention sur des dysfonctionnements ou des injustices. Je crois que on ne le voit pas souvent dans ce pays. Et je pense que c'est un acte noble. Et je pense surtout que c'est un acte qui doit être utile pour corriger dans le sens d'améliorer cette structure de santé Dalal Jamm qui est bien située. Ouais.
du point de vue géographique, qui va sans doute, mais qui n'est même pas connu par... on l'assimile à un centre de santé. Voilà. Et justement, jusqu'à maintenant, il est encore en chantier. Parce que beaucoup de domaines de la santé ne sont pas encore pris en charge et c'est vraiment dommage. Très bien. Professeur Camara, avant le professeur Pape Touré, un autre professeur, Moussa Seydi, avait aussi déploré que Ziguinchor ne dispose pas d'un service de réanimation adéquat. Est-ce que tous ces défaillances et manques ne peuvent pas justifier les prédictions catastrophistes que faisaient certains au début de la pandémie? Mais mon cher ami, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, en fait, cette pandémie-là, c'est ça, en fait, son aspect positif. C'est-à-dire que, en fait, elle aurait montré toutes nos insuffisances et nos manquements par rapport à notre système. Là, vous parlez seulement du système sanitaire. Mais en fait, les autres prendront le soin de parler des autres systèmes. Pour vous dire qu'en vérité, c'est une belle occasion pour les décideurs de prendre les préoccupations des Sénégalais en main. Et du point de vue sanitaire surtout, puisque nous parlons aujourd'hui que de ça. Mais c'est alarmant et c'est visible. Rien ne fonctionne de ce point de vue. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est largement insuffisant. Absolument. Et bien aujourd'hui, mais pour se soigner, mais au Sénégal, mais c'est la croix et la bannière. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, c'est en fait la médecine privée qui prend le pas sur en fait la médecine publique. Les hôpitaux aujourd'hui, même ce qui... C'est comme l'éducation aussi. Mais c'est extraordinaire. Mais je vous assure qu'il est temps maintenant, avec cette pandémie-là, au moins ce qu'on cachait. Parce qu'en vérité, il s'agit de ça. Les autorités sont toujours très bien informées de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas. Ça ne va pas du tout. On a beau, en fait, prendre des scanners qui tombent en panne, etc., pour soigner les cancéreux, en fait, certaines maladies très, très graves. Mais on se rend compte que le Sénégal n'est pas outillé. Mais ça, c'est une priorité. Moi, je me pose la question, en fait, pour nos autorités, quelles sont les priorités? Si on en est à ce point-là, du point de vue sanitaire, c'est la première chose qu'il faudrait régler. Ensuite, quoi? Il y a l'eau, il y a l'électricité. Mais partout où on regarde, il y a des insuffisances, il y a des carences. Et donc là, c'est un apercevement que j'ai fait. Je ne critique personne, mais je parle à toute autorité demain qui serait, en fait, qui prendrait en charge les destinées du Sénégal. Il faut que les gens, en fait, soient beaucoup plus proactifs en gérant les préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui, du point de vue sanitaire, on n'a pas suffisamment d'hôpitaux. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que, imaginez la situation où la pandémie l'a atteint, les villages les plus reculés. Mais qui va les soigner? Où va-t-on les mettre? Là où, en fait, on nous dit que pour un infirmier, un infirmier est destiné à combien? À presque plus de 300 personnes. Vous croyez que ça, c'est normal? Mais il faudrait simplement comparer les chiffres OMS et la réalité au Sénégal. Un médecin, c'est pour combien d'habitants? Mais plus d'1 millier d'habitants. C'est pas normal. Et là, on nous dit non, il faudrait gérer. C'est pourquoi les Sénégalais doivent effectivement, par rapport à ce problème-là, se prendre en charge. Se prendre en charge, également prendre en charge leurs proches. Et les jeunes, on ne le dira jamais assez. Moi, je ne cesse jamais de le dire ça. Même si vous pensez que, effectivement, vous pouvez en fait être un asymptomatique, mais pour autant, pensez à vos parents. Mais vous les empoisonnez si vous ne prenez pas les mesures barrières. Et plus grave, mon cher ami, plus grave, c'est qu'on sait que toujours on nous dit il y a des cas guéris. Des cas guéris. Mais c'est quoi ça? Parce qu'il faut que nos professionnels de la santé nous disent la vérité. Parce que dès lors qu'on est atteint, c'est-à-dire qu'on devient en fait un cas de comorbidité. Parce que lorsque les poumons sont véritablement atteints, mais croyez-moi, mais non, vous êtes toujours en danger. Et là, on dit guéri. Est-ce qu'il y a suivi?
C'est ça le problème, parce que tous ceux-là qui sont atteints, ils savent pertinemment qu'ils doivent en fait bénéficier donc d'un suivi. Est-ce que ce suivi-là est assuré? J'en doute parce que simplement, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour prendre même en charge ceux qui sont malades. Très bien. Nous terminons avec notre dernier point, le foncier, docteur Chergueï. Le foncier, objet de forte convoitise à travers le pays, du nord au sud, d'est en ouest. Convoitise donc, disais-je, sur fond de division, conflits et disputes. Le village de Tobène est le dernier exemple où d'ailleurs près d'une vingtaine de jeunes sont en attente de jugement au tribunal pour s'être soulevés pour réclamer des indemnisations. Comment vous appréhendez tous ces conflits autour du foncier? Il y a 30 ans, j'étais un jeune étudiant en maîtrise et je m'intéressais dans mon mémoire de maîtrise à la communauté rurale de Fimela. Et à l'époque, c'était pour mesurer l'impact de la loi 64-46 et son application sur le terroir des villages. À l'époque, ma principale conclusion, c'était cette réforme est arrivée comme un cheveu dans la soupe. Il y avait une organisation sociale qui gérait le foncier. Et à l'époque, effectivement, il y avait aussi ce qu'on appelle le lamana. Donc ce système avec des grands propriétaires qui pouvaient donner la terre à leurs parents, à leur communauté, parce qu'ils avaient eu un droit un droit primaire, parce que leurs ancêtres... Nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, voilà. C'est ça qu'ils disent. Après, on a pu quand même apprécier dans le fonctionnement de cette loi l'importance de ne pas privatiser la terre. Évidemment, depuis lors, se sont superposées des problématiques et d'autres lois qui ont complexifié la question. Et aujourd'hui, il y a encore une occasion qui est en train d'être ratée. C'est tout le travail qui a été fait par le professeur Souran et toutes les personnes qui l'ont accompagné, qui ont rencontré toutes les catégories d'acteurs dans ce pays pour définir et définir un nouvel agenda et également mettre en cohérence toutes les lois qui ont été votées avant ou proposées, mais sans trop de concertation. Donc, il n'y a que l'application de cette... Les conclusions de la réforme foncière. Mais justement, une des deux occasions ratées, les assises nationales de l'éducation, la commission de réforme des institutions, la commission de réforme foncière, je pense que c'est surtout ça que je voulais pointer, et aussi d'un point de vue prospectif. Je pense que c'est un problème qui va s'accentuer. C'est sûr. Absolument. Parce que, en fait, il y a une prise de conscience généralisée de l'importance de la terre. De l'importance de la terre. Il y a une montée des enjeux fonciers. La terre est devenue une très grande richesse, même dans le village le plus reculé du pays. Avant, on disait oui, c'est dans les villes. Mais aujourd'hui, tous les villages sont urbanisés. Avec le développement de l'agrobusiness aussi, c'est ça aussi. Les jeunes retournent aussi dans leur terroir. Absolument. Si vous voyez les gens qui portent les revendications dans les villages aujourd'hui, ce sont des gens qui sortent de nos universités. Oui. Très rapidement, professeur Camara, il nous reste une minute. Le Conseil des ministres, de mercredi dernier, a adopté le projet de loi modifiant le décret 72-12-88 du 27 octobre 72 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette volonté ou initiative du gouvernement? Non, en réalité, c'est pour simplement, en fait, assainir ou alors justement lever tout ce qui pourrait être justement des obstacles à caractère politique. C'est simplement ça.
Donc maintenant, dès lors que l'on permet justement en fait au préfet également d'agir tout ça, mais c'est une excellente chose. Maintenant, le seul problème c'est en fait que on pensait que justement on a dépossédé donc les municipalités donc de le prérogative. En fait, il n'en est rien. Donc là où je voudrais en fait ajouter, parce que ça c'est un problème important. Et moi je dis simplement, docteur, je dis simplement qu'au Sénégal, nous avons essentiellement un droit coutumier. Et là, de tout le temps, le Sénégal, la terre a été gérée de manière coutumière. Mais pourquoi voudrait-on, du jour au lendemain, depuis 1964, vouloir simplement faire, supplanter justement la coutume, en fait, à ces lois-là? Ces lois que les populations elles-mêmes ne connaissent pas, parce que si l'on se réfère à la philosophie donc du droit, mais la loi doit être adaptée, en fait, aux réalités du milieu. Très bien. Merci. Donc il faudrait que les pouvoirs publics c'est fini. En harmonie tout ça là. Très bien. Merci. C'est fini le temps qui nous était imparti à 11h donc dans le studio. Merci pour professeur Ibobari Camara. Merci à docteur Cheikh Gueye. Merci d'avoir suivi Remue Ménage. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Binta Diallo. Abdou Thiam était à la mise en onde de cette émission. Tout de suite le flash avec la rédaction.